Le sifflet en bois de Peter Walker avait rappelé les travailleurs à la maison tous les soirs pendant 3 ans. Sa mélodie envoûtante résonnait à travers les champs de coton de la plantation Thornhill. Mais cette nuit de septembre 1846, quelque chose d'impossible se produisit. Le sifflet joua son air familier alors que Peter gisait inconscient dans les quartiers des esclaves, sous les yeux de 12 hommes terrifiés qui jurèrent avoir vu son corps endormi au moment même où le son perçait l'obscurité. Lorsqu'ils coururent vers les champs, ils ne trouvèrent que son sifflet suspendu à un chêne, se balançant violemment, bien que l'air fût parfaitement calme. 3 jours plus tard, Peter disparut complètement, et le sifflet se mit à jouer tout seul chaque nuit à la même heure exacte, un son qui entrait la plantation Thornhill pendant des générations. Que s'est-il passé dans ces champs de coton? Où est passé Peter Walker? Et pourquoi son sifflet résonne-t-il encore sur une terre silencieuse depuis plus d'un siècle? Avant de continuer, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour ensoleiller ma journée. Et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. L'histoire de Peter Walker ne commence pas avec sa disparition, mais avec son arrivée à la plantation Thornhill au printemps 1843, alors qu'il avait 24 ans et était déjà marqué par une vie qui lui avait volé son enfance avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Il arriva à la plantation enchaîné aux côtés de 17 autres âmes achetées aux enchères à mobile par Jeremiah Thornhill, un homme dont la richesse se mesurait en acres et en vies humaines, dont les registres contenaient des noms écrits dans la même colonne que le bétail et le matériel agricole. Peter était né en Virginie dans une ferme de tabac où sa mère chantait des spirituals en travaillant. Sa voix se propageait à travers les champs comme une prière cherchant l'oreille du ciel. Elle lui avait appris ces chants. Lui avait appris à lire les étoiles. Lui avait appris que même dans la servitude, il y avait des moments où l'âme pouvait toucher quelque chose hors de portée du fouet de n'importe quel maître. Le nom de sa mère était Grace. Et elle était morte quand Peter avait 16 ans, ses poumons lâchant enfin après des années à respirer la poussière de tabac et à porter le poids du chagrin qui accompagnait le fait de voir 3 de ses enfants vendus avant qu'ils n'atteignent leur 10e anniversaire. Peter avait été le seul autorisé à rester avec elle, bien qu'il n'ait jamais compris pourquoi le contremaître avait montré cette pitié particulière, si tant est que la pitié fut le mot juste pour être forcé d'assister à la lente détérioration de sa mère tout en étant impuissant à soulager sa souffrance. La nuit de sa mort, elle avait pressé quelque chose dans sa paume, ses doigts tremblants d'effort, son souffle sortant en halètements superficiels qui cliquetaient dans sa poitrine comme des feuilles sèches dans un vent d'hiver. C'était un sifflet en bois sculpté par le père de Peter avant qu'il ne soit vendu dans le sud alors que Peter n'avait que 3 ans. Assez petit pour être caché dans un point fermé, lisse après des années à être manipulé, chéri, gardé secret des yeux de ceux qui auraient pris même ce petit réconfort. Grace lui avait murmuré dans ce dernier moment, sa voix à peine audible au-dessus du son de sa propre respiration difficile, lui disant que son père avait sculpté le sifflet dans la branche d'un arbre qui se trouvait à la croisée des chemins entre la plantation et la forêt, un endroit où l'on disait que la frontière entre ce monde et le suivant s'amincissait lorsque la lune était noire et la nuit silencieuse. Elle lui dit que son père croyait que le sifflet avait un pouvoir, qu'il pouvait appeler à travers des distances qui ne pouvaient être mesurées en kilomètres, qu'il pouvait atteindre à travers les barrières qui séparaient les âmes qui s'aimaient, qu'il était un pont entre le monde des vivants et tout ce qui se trouvait au-delà. Peter avait pensé que c'était juste la fièvre qui parlait, le délire qui vient quand la mort se tient au pied du lit, attendant son heure. Il lui avait tenu la main et lui avait murmuré qu'il comprenait, même s'il ne comprenait pas. Même s'il pensait que le sifflet n'était qu'un morceau de bois sculpté par des mains désespérées essayant de créer quelque chose de beau dans un monde qui semblait conçu pour écraser la beauté partout où elle apparaissait. Mais il avait gardé le sifflet, l'avait caché dans la doublure de sa veste, l'avait porté avec lui pendant les années qui suivirent. À travers la vente qui l'emmena loin de la Virginie, à travers le long voyage vers le sud qui se termina à la plantation Thornhill en Alabama, à travers les journées harassantes dans les champs de coton, où le soleil tapait comme un marteau et la voix du contremaître tranchait l'air comme une lame. Il ne l'a jamais soufflé, n'a jamais fait de son avec, l'a juste gardé près de lui comme un talisman, comme un rappel physique qu'il venait de quelque part, qu'il avait appartenu à quelqu'un qu'il aimait, que sa vie avait contenu quelque chose au-delà du travail et de la douleur et de la conscience constante de sa propre impuissance. Le sifflet était un secret qu'il ne partageait avec personne,
un morceau de son histoire qu'il gardait plus soigneusement qu'il ne gardait sa propre sécurité. La plantation Thornhill s'étendait sur 2000 acres de sol, de l'Alabama. Ses champs s'étendant vers des horizons qui semblaient incroyablement lointains, ses limites marquées par des forêts épaisses de pins et de chênes, son cœur dominé par le manoir aux colonnes blanches où Jeremiah Thornhill vivait avec sa femme Margaret et leurs 4 enfants. Les quartiers des esclaves se trouvaient à un quart de mile de la maison principale, un ensemble de cabanes en bois brut qui abritait les 83 âmes qui travaillaient la terre, qui cueillaient le coton, qui préparaient les repas, qui élevaient les enfants, qui construisaient et entretenaient l'infrastructure d'une entreprise conçue pour extraire chaque once de profit possible de leur travail. Peter avait été affecté à l'équipe des champs dès son arrivée. Ses mains plongées dans un travail qui les laissait saignantes et calleuses. Son dos courbé sur les plants de coton pendant des heures qui s'étendaient de l'aube jusqu'à ce que la lumière commence à décliner. Son corps poussé à des limites dont il ne soupçonnait pas l'existence. Le contremaître de Thornhill était un homme nommé Cyrus Blackwood. Une silhouette efflanquée avec des yeux qui semblaient n'avoir aucune couleur, juste un gris pâle qui ne reflétait rien, ne révélait rien, ne montrait aucune trace de l'humanité qui résidait soi-disant derrière eux. Blackwood dirigeait la plantation avec l'efficacité que Thornhill appréciait et récompensait. Ses méthodes brutales mais efficaces. Sa volonté d'utiliser le fouet légendaire parmi la population asservie. Sa présence suffisait à faire taire les conversations et à accélérer le rythme de travail, même lorsqu'il passait simplement à cheval. Il vivait dans une petite maison entre les quartiers des esclaves et la résidence principale, une position qui semblait symbolique de son rôle d'intermédiaire entre le confort de Thornhill et le travail qui rendait ce confort possible. L'homme qui traduisait le désir de profit de Thornhill en la réalité quotidienne de la souffrance humaine. Peter était à Thornhill depuis 3 mois lorsqu'il entendit parler pour la première fois des bois au-delà des champs de l'Est, la forêt que la population asservie appelait les pins chuchotants, même si tous les arbres n'étaient pas des pins, même si le nom semblait faire référence à autre chose que la végétation réelle qui y poussait. Les travailleurs plus âgés parlaient des bois à voix basse, regardant toujours autour d'eux pour s'assurer que Blackwood n'était pas à portée de voix, leur voix baissant jusqu'à des murmures lorsqu'ils mentionnaient les choses étranges qui s'y passaient. Il disait que les esclaves qui s'enfuyaient ne se dirigeaient jamais vers ces bois, que même les chiens refusaient de suivre une piste dans cette direction, qu'il y avait quelque chose dans la forêt qui n'accueillait pas les visiteurs, quelque chose qui était là bien avant la plantation, bien avant que les hommes blancs ne viennent en Alabama, bien avant que quiconque actuellement en vie ne puisse s'en souvenir. Un vieil homme nommé Silas, qui prétendait avoir 67 ans, bien qu'il n'ait aucun moyen de le prouver, raconta un soir à Peter que les pins chuchotants avaient été une terre sacrée pour le peuple creek qui avait vécu sur cette terre avant d'être forcé de partir. Poussés vers l'ouest sur des sentiers qui en tuèrent des milliers. Leurs villages incendiés, leurs morts laissés sans sépulture, leurs lieux sacrés laissés à être avalés par la forêt et le temps. Silas dit que les bois se souvenaient, que la terre elle-même gardait la mémoire de la violence du déplacement, qu'il y avait des endroits où la frontière entre le monde des vivants et le monde des esprits était si mince qu'elle était pratiquement inexistante. Il dit que parfois la nuit, on pouvait entendre des voix dans ces bois parlant des langues que plus personne de vivant ne comprenait, chantant des chansons qui avaient été oubliées par tout le monde sauf les arbres eux-mêmes. Peter avait écouté ces histoires avec le scepticisme d'un homme qui avait vu assez d'horreurs réelles pour ne pas avoir besoin d'en inventer de surnaturel. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Silas qui le fit réfléchir. Quelque chose dans les yeux du vieil homme qui suggérait qu'il parlait d'expérience plutôt que de simplement répéter des contes qu'il avait entendus. Peter lui avait demandé s'il était déjà allé dans les pins chuchotants, s'il y avait déjà vu quelque chose d'étrange lui-même. Silas l'avait regardé longuement avant de répondre, son regard fixe et sérieux, sa voix baissant encore plus, bien qu'il parlait déjà doucement dans l'obscurité de la cabane qu'il partageait avec 6 autres hommes. Il a dit qu'il y était allé une fois, il y a 40 ans, quand il était jeune et nouvellement arrivé à Thornhill, quand il avait pensé à s'enfuir et avait exploré les bois pour voir s'ils offraient une voie d'évasion viable. Il était entré juste après l'aube, dit Silas, alors que la brume matinale se levait encore du sol et que la lumière avait cette qualité particulière qu'elle a dans l'heure qui suit le lever du soleil. Dorée et douce et d'une certaine manière d'un autre monde. Il avait marché pendant peut-être 1 heure, ne suivant aucun chemin particulier, se frayant simplement un chemin à travers les sous-bois,
essayant d'évaluer à quel point il serait difficile de traverser la forêt la nuit alors qu'il devrait éviter d'être vu. Et puis il était arrivé dans une clairière, un cercle parfait de terrain découvert d'environ 30 pieds de diamètre, où aucun arbre ne poussait, où même l'herbe semblait hésiter à prendre racine. Au centre de la clairière se dressait un seul chêne, massif et ancien, son tronc si large qu'il aurait fallu 4 hommes se tenant la main pour l'encercler, ses branches s'étendant comme des bras, atteignant dans toutes les directions à la fois. Et suspendus à l'une des branches les plus basses se trouvaient des objets qu'il ne pouvait pas identifier. Des formes qui bougeaient dans la brise, bien qu'il n'y ait pas de brise. Des choses qui faisaient des sons comme des voix lointaines lorsqu'elles se frôlaient. Silas avait ressenti quelque chose dans cette clairière, dit-il. Quelque chose qui lui fit picoter la peau et lui coupa le souffle. Quelque chose qui n'était ni accueillant ni hostile, mais simplement présent, conscient, observant. Il était resté là pendant ce qui lui sembla des heures, mais qui n'était probablement que des minutes, incapable de bouger, incapable de détourner le regard de l'arbre et des objets étranges suspendus à ses branches, ayant l'impression d'être observé par quelque chose qui existait juste légèrement en dehors de son champ de vision. Et puis il avait entendu son nom prononcé d'une voix qu'il reconnaissait, une voix qui ne pouvait pas lui parler car elle appartenait à son frère, mort 10 ans plus tôt en Virginie, qui avait été battu à mort par un contremaître et laissé dans le champ comme un avertissement aux autres qui pourraient envisager la même défiance. La voix avait appelé son nom 3 fois, chaque fois plus insistante que la précédente. Et au 3e appel, Silas s'était retourné et avait couru, s'était écrasé à travers les sous-bois sans se soucier du bruit qu'il faisait, sans se soucier des branches qui déchiraient ses vêtements et sa peau, courant jusqu'à ce qu'il sorte de la forêt et se retrouve dans les champs de coton, son cœur battant dans sa poitrine, ses mains tremblant si fort qu'il pouvait à peine tenir son sac de coton. Il n'est jamais retourné dans les pins chuchotants, raconta Silas à Peter. Il ne s'est même jamais approché de la lisière et de la plantation s'il pouvait l'éviter. Et il n'a jamais essayé de s'enfuir, même si le désir de s'échapper ne l'a jamais quitté. Même s'il a passé 40 ans à rêver de liberté pendant que son corps vieillissait en esclavage. Parce que quoi que ce soit qui se trouvait dans ces bois, quelle que soit la présence qui habitait cette clairière et suspendait ces objets aux chênes, c'était quelque chose qui ne suivait pas les règles du monde, compris-il. Quelque chose qui existait dans un espace entre la vie et la mort, entre le passé et le présent, entre la mémoire et la réalité. Et un homme qui courait vers quelque chose comme ça pourrait se retrouver quelque part d'où il ne pourrait jamais revenir. Pourrait franchir une frontière qui ne pourrait être défranchie, pourrait disparaître d'une manière qui n'avait rien à voir avec la distance ou la géographie. Peter avait remercié Silas pour l'avertissement, bien qu'il ne sût pas trop s'il fallait le prendre au sérieux. Il ne savait pas si le vieil homme avait vraiment vécu quelque chose de surnaturel ou s'il avait simplement travaillé trop longtemps au soleil et laissé son imagination s'emballer avec l'épuisement et la peur. Mais l'histoire lui resta, s'installa dans son esprit comme un sédiment au fond d'un ruisseau. Et il se retrouva à y penser à des moments étranges, se demandant ce que Silas avait vraiment vu, ce qui lui avait vraiment parlé dans cette clairière, si quelque chose lui avait parlé du tout. Les pins chuchotants devinrent une présence dans sa conscience, quelque chose dont il était conscient, même quand il ne pouvait pas le voir. Un poids sur l'horizon oriental qui pressait contre ses pensées chaque fois qu'il s'arrêtait dans son travail assez longtemps pour regarder vers la forêt. La vie à Thornhill suivait les rythmes qui régissaient toute l'existence des plantations. Des schémas de travail et de repos dictés par les saisons, par les besoins des cultures, par les humeurs de Blackwood et les exigences de Thornhill. Peter travaillait aux côtés d'hommes et de femmes dont il apprenait progressivement les histoires, bribe par bribe. Partagées dans des conversations chuchotées après la tombée de la nuit, lorsque l'épuisement de la journée n'avait pas tout à fait plongé tout le monde dans le sommeil. Lorsque le besoin de connexion humaine était plus fort que le besoin de repos. Il y avait Ruth, qui était née à Thornhill et n'avait jamais connu d'autre vie, dont les 3 enfants avaient tous été vendus lorsque Thornhill avait eu besoin d'argent et considérait sa propriété humaine comme l'actif le plus liquide disponible. Il y avait Isaïe, qui avait des cicatrices sur le dos de flagellation qui l'avaient presque tué, qui parlait rarement et travaillait avec une fureur qui semblait conçue pour s'épuiser jusqu'à l'engourdissement. Il y avait Myriam, qui chantait en travaillant, sa voix se propageant à travers les champs. Des spirituels qui parlaient de délivrance, de liberté et d'un monde meilleur qui attendait quelque part au-delà de celui-ci. Et il y avait Rebecca, qui arriva à Thornhill à l'été 1844, amenée d'une plantation de Géorgie après la mort de son ancien propriétaire et la division de sa succession entre ses enfants. Elle avait 22 ans,
avec des yeux qui contenaient une intelligence et une chaleur qui semblaient impossibles compte tenu des circonstances de sa vie, avec des mains qui bougeaient avec grâce même lorsqu'elles accomplissaient les tâches les plus banales, avec un esprit qui n'avait pas été complètement écrasé par le poids de sa servitude. Peter l'avait remarqué immédiatement, l'avait observé de l'autre côté du champ, alors qu'elle apprenait les rythmes du travail à Thornhill, alors qu'elle trouvait sa place dans la structure sociale de la communauté asservie, alors qu'elle commençait à nouer des relations avec les personnes qui deviendraient sa famille en l'absence de la famille dont elle avait été arrachée. Ils s'étaient parlé pour la première fois le soir, après une longue journée dans les champs, tous deux se lavant au même tonneau d'eau derrière les quartiers, tous deux épuisés, endoloris et reconnaissant du soulagement momentané que procurait le fait d'être immobile. Rebecca lui avait demandé depuis combien de temps il était à Thornhill, et il le lui avait dit. Puis elle lui avait demandé d'où il venait avant, et il le lui avait dit aussi. Les mots sortaient plus facilement qu'il ne s'y attendait. Quelque chose dans sa présence le rendait disposé à partager des morceaux de lui-même qu'il gardait habituellement cachés. Elle lui avait parlé de la Géorgie, de la plantation où elle était née, de sa mère qui était morte en couche en essayant de mettre au monde le frère de Rebecca, de son père qui avait été vendu quand elle avait 11 ans et qu'elle n'avait pas revu depuis. Elle parlait sans apitoiement, énonçant les faits comme quelqu'un décrirait le temps. Sa voix était ferme, bien que Peter pût entendre la douleur sous la fermeté, put voir dans ses yeux le coup du maintien de ce sang-froid. Ils commencèrent à parler régulièrement après cela, se cherchant mutuellement dans les brèves fenêtres de temps où ils ne travaillaient pas, où ils pouvaient s'asseoir ensemble dans l'obscurité et partager le fardeau de leur existence avec quelqu'un qui le comprenait complètement, qui n'avait pas besoin d'explication ou de contexte, qui connaissait intimement le poids d'être possédé par un autre être humain. Peter se surprit à attendre avec impatience ces conversations. Il se surprit à travailler toute la journée avec la certitude que le soir lui apporterait l'occasion d'entendre la voix de Rebecca, de voir son visage, d'exister pendant un petit moment en tant que quelque chose de plus qu'un simple ouvrier. Juste un bien, juste un nom dans le registre de Thornhill. L'amour était une chose compliquée dans l'esclavage, semée de dangers et de vulnérabilités que les gens libres ne pouvaient imaginer. Mais Peter ne pouvait nier ce qu'il ressentait. Il ne pouvait prétendre que Rebecca n'était pas devenue quelque chose d'essentiel à sa survie continue. Une raison de supporter qui allait au-delà de la simple persistance biologique. Il lui parla de sa mère, finalement. Il lui parla de Grèce et de la chanson qu'elle avait chantée et de la façon dont elle était morte, sa main dans la sienne. Les mots sortirent en un flot, comme l'eau traversant une digue. 20 ans de chagrin. Trouvant enfin quelqu'un qui le tiendrait sans jugement. Et puis il lui montra le sifflet, le sortit de sa cachette et le plaça dans sa paume, la laissa sentir la douceur du bois, le poids de l'histoire qu'il portait, l'amour qui y avait été gravé par des mains qu'il n'avait jamais connues. Rebecca l'avait tenu avec soin, avec respect, le tournant dans ses doigts, examinant la beauté simple de sa construction, la façon dont il avait été façonné pour tenir confortablement dans une main, pour être facilement dissimulé, pour survivre à la menace constante de découverte. Elle lui avait demandé s'il fonctionnait, s'il produisait un son, et il avait avoué qu'il ne savait pas, qu'il ne l'avait jamais soufflé, qu'une partie superstitieuse de lui avait peur de ce qui pourrait arriver s'il le faisait. Elle le lui avait rendu et lui avait dit qu'il devrait essayer, que quoi que ce soit que son père avait eu l'intention de faire en le sculptant, il était destiné à être utilisé, destiné à faire de la musique, destiné à appeler dans le monde plutôt que de rester silencieux. Peter avait regardé le sifflet dans sa main. Cet objet qui avait tant survécu, qui avait voyagé si loin, qui représentait le seul lien physique qu'il avait avec des parents dont il se souvenait à peine, avec une histoire qui avait été systématiquement effacée par l'institution qui le possédait. Et quelque chose dans les paroles de Rebecca, quelque chose dans la façon dont elle le regardait lui donna un courage qu'il ne savait pas posséder. Il avait porté le sifflet à ses lèvres et avait soufflé, s'attendant à moitié à ce que rien ne se passe, s'attendant à moitié à ce que le bois soit trop vieux ou endommagé pour produire un son. Mais le sifflet avait chanté une note pure et claire qui perçait l'air de la nuit. Un son qui semblait porter plus loin qu'il n'aurait dû, qui semblait résonner avec quelque chose de plus profond que de simples vibrations de l'air, qui restait suspendu dans l'obscurité comme une présence visible avant de s'estomper lentement. Le son avait fait taire les bruits habituels du soir, les conversations et les mouvements des gens qui s'installaient pour la nuit se taisant alors que tout le monde s'arrêtait pour identifier ce nouvel élément dans leur environnement acoustique. Pendant un instant, Peter fut terrifié, convaincu qu'il avait commis une terrible erreur, convaincu que Blackwood apparaîtrait, exigeant de savoir qui avait fait ce son et dans quel but.
Mais personne ne vint. Et peu à peu, les sons normaux reprirent. Et Peter avait regardé Rebecca pour la trouver souriante. Un vrai sourire qui atteignait ses yeux, qui transformait son visage, qui lui fit comprendre pourquoi il était tombé amoureux d'elle, même si l'amour dans leurs circonstances était un acte de défi contre tout ce que leur vie représentait. Après cette nuit, Peter commença à souffler régulièrement dans le sifflet, l'utilisant pour signaler la fin de la journée de travail, pour rappeler les gens des champs lorsque la lumière commençait à décliner et qu'il était temps de retourner au quartier. Le son devint une partie familière du rythme quotidien de la plantation, quelque chose qui marquait la transition du travail au repos, de la performance publique de la subjugation à l'espace privé où la communauté asservie pouvait être quelque chose de plus proche de l'humain. Blackwood le tolérait, semblait même apprécier d'avoir un signal sonore que tout le monde reconnaissait, un moyen de coordonner le mouvement des travailleurs sans avoir à se rendre lui-même dans les champs. Thornhill ne l'a probablement même jamais remarqué. Il n'a probablement jamais pensé au fait que sa propriété avait développé ses propres systèmes de communication, ses propres petits actes d'autonomie dans le cadre plus large de leur servitude. Peter et Rebecca se rapprochèrent au fil des mois, leur relation s'approfondissant de manière à la fois belle et terrifiante, à la fois source de joie et rappel de tout ce qui pouvait être enlevé. Ils parlaient parfois d'évasion tard dans la nuit, lorsqu'ils étaient seuls, imaginant des scénarios de fuite vers le nord, de recherche de la liberté, de construction d'une vie ensemble où ils s'appartiendraient à eux-mêmes plutôt qu'à un maître. Mais ils savaient tous deux que ce n'était que des rêves. Ils comprenaient que la réalité de l'évasion était bien plus brutale que le fantasme. Ils savaient que les chances de succès étaient infimes et les conséquences de l'échec horribles. Pourtant, ils se permettaient de rêver. Ils se permettaient d'imaginer un monde différent. Parce que sans ces rêves, il n'y avait que la répétition sans fin du travail et de la souffrance. Rien que l'usure lente de tout ce qui les rendait humains. Au printemps 1846, Thornhill acheta 12 nouveaux esclaves aux enchères, dont un homme nommé Moïse, qui prétendait avoir 35 ans, qui avait travaillé dans des plantations de 3 États, qui avait la réputation d'être un fauteur de troubles, quelqu'un qui encourageait la résistance, qui refusait d'être complètement brisé, peu importe le nombre de fois où il était battu. Moïse avait des cicatrices qui racontaient l'histoire de sa défiance, des marques sur son dos et ses bras qui parlaient de punitions destinées à détruire sa volonté. La preuve qu'il avait payé un lourd tribut pour maintenir son sentiment de soi dans un système conçu pour effacer l'identité individuelle. Blackwood le surveillait attentivement depuis le début, clairement conscient de la réputation de Moïse, clairement déterminé à empêcher toute perturbation du bon fonctionnement de la plantation. Moïse fut affecté à l'équipe de terrain de Peter, mis au travail dans le coton dans les mêmes conditions brutales qui régissaient l'existence de chacun. Il fut d'abord silencieux, observant, apprenant la dynamique spécifique de la plantation Thornhill, comprenant à qui l'on pouvait faire confiance et à qui l'on ne pouvait pas, qui était brisé et qui conservait encore une étincelle de résistance. Peter l'observait avec un mélange de curiosité et de prudence, ne sachant que penser de cet homme, qui se comportait avec une dignité qui semblait impossible compte tenu des circonstances, qui regardait Blackwood dans les yeux même en acceptant les ordres, qui émanait de quelque chose qui ne pouvait être décrit que comme un refus de se rendre complètement. Ils se parlèrent pour la première fois quelques semaines après l'arrivée de Moïse, travaillant côte à côte dans le coton, leurs mains se déplaçant automatiquement à travers les mouvements qu'ils avaient effectués d'innombrables fois. Leurs corps courbés dans les postures qui finiraient par les tuer s'ils vivaient assez longtemps. Moïse avait interrogé Peter sur le sifflet, lui avait dit qu'il l'avait entendu tous les soirs depuis son arrivée, s'était demandé ce que cela signifiait, d'où il venait, pourquoi Blackwood le permettait. Peter lui avait raconté l'histoire, édité pour plus de brièveté, en soulignant les points principaux tout en omettant certains des détails les plus personnels, le poids émotionnel que le sifflet portait. Moïse avait écouté sans interrompre, ses mains ne s'arrêtant jamais de travailler, ses yeux balayant le champ pour s'assurer que Blackwood n'approchait pas. Quand Peter eut fini, Moïse avait hoché lentement la tête et avait dit quelque chose qui resta gravé dans l'esprit de Peter longtemps après la fin de la conversation. Il a dit que chaque acte d'autodétermination était un acte de résistance. Que même quelque chose d'aussi simple que de souffler dans un sifflet selon ses propres termes plutôt que de se faire dire quand le soufflet était une façon d'affirmer son humanité dans un système conçu pour la nier. Il a dit que les maîtres comprenaient cela même s'ils ne le reconnaissaient pas consciemment. Qu'ils connaissaient la différence entre un esclave qui avait été complètement brisé et un esclave qui conservait encore un noyau intérieur de soi.
qu'il pouvait voir quelle personne était dangereuse et quelle personne était sûre. Et il a dit que Peter était dangereux, non pas dans le sens d'être physiquement menaçant, mais dans le sens d'être quelqu'un qui avait conservé quelque chose d'essentiel, quelque chose qui ne pouvait être acheté, possédé ou contrôlé par les mécanismes de l'esclavage. Le sifflet était plus qu'un simple signal, dit Moïse. C'était une déclaration, un rappel quotidien à tous ceux qui l'entendaient que Peter Walker existait en tant que quelque chose de plus que la simple propriété de Thornhill. Peter avait senti quelque chose changer en lui lorsque Moïse prononça ces mots. Il sentit quelque chose qui dormait se réveiller. Il sentit le poids des possibilités qu'il avait eu peur d'envisager. Il ne s'était jamais considéré comme dangereux. Il n'avait jamais considéré le sifflet comme autre chose qu'un outil pratique et un lien avec ses parents. Il n'avait jamais considéré que ces petits actes d'autonomie pouvaient représenter quelque chose de plus grand, quelque chose qui pouvait se propager au-delà de lui-même. Mais les paroles de Moïse plantèrent une graine. Elles le firent réfléchir à ce que signifiait réellement la résistance, aux formes qu'elle pouvait prendre, aux risques qu'il était prêt à accepter dans la poursuite de quelque chose qui ressemblait à la liberté, même si cela ne pouvait être appelé liberté dans un sens juridique ou pratique. Rebecca remarqua le changement en lui, le commenta un soir alors qu'ils étaient assis ensemble derrière les quartiers, regardant les étoiles apparaître alors que la lumière s'estompait du ciel. Elle dit qu'il semblait différent, plus présent en quelque sorte, plus vivant d'une manière qu'elle ne pouvait pas tout à fait articuler. Peter avait essayé d'expliquer ce que Moïse avait dit, avait essayé de transmettre la façon dont ces mots avaient résonné avec quelque chose de profond en lui, mais il avait du mal à trouver le bon langage, avait du mal à exprimer quelque chose qui était plus un sentiment qu'une pensée, plus une intuition qu'une logique. Rebecca avait écouté attentivement. Sa main trouvant la sienne dans l'obscurité, ses doigts s'entrelaçant avec les siens dans un geste qui communiquait plus que les mots ne le pouvaient. Elle lui dit d'être prudent, lui dit qu'elle comprenait ce qu'il ressentait, mais qu'elle avait aussi peur de ce que cela pourrait entraîner. Peur de ce qui pourrait arriver s'il se laissait trop croire à la possibilité de la résistance. Elle lui rappela les conséquences dont ils avaient tous été témoins. Les coups de fouet publics et les corps laissés comme avertissement et les gens qui avaient disparu dans la nuit et n'avaient plus jamais été mentionnés. Elle dit qu'elle ne supporterait pas de le perdre, qu'elle ne survivrait pas à le voir détruit par le même système qui en avait détruit tant d'autres, que son amour pour lui la rendait à la fois courageuse et lâche, à la fois disposée à se battre pour leur avenir et désespérée de protéger ce qu'ils avaient dans le présent. Peter l'avait serré contre lui, avait senti son cœur battre contre sa poitrine, avait compris qu'elle avait raison, même s'il sentait l'attraction de quelque chose que Moïse avait éveillé en lui, quelque chose qui refusait de se taire plus longtemps. L'été 1146 fut brutalement chaud. Le soleil tapant sur les champs de coton avec une intensité qui faisait miroiter l'air, qui transformait le travail en quelque chose de presque insupportable, qui poussait les corps déjà à leur limite dans un territoire où l'effondrement devenait une possibilité réelle. 3 personnes moururent dans les champs cet été-là, leur cœur lâchant simplement sous le stress combiné de la chaleur, de l'épuisement, de la malnutrition et des dommages cumulés d'années de travail brutal. Blackwood répondit en poussant tout le monde plus fort, en extrayant plus de travail des survivants, en compensant la perte de ces 3 corps en exigeant que les travailleurs restants augmentent leur production. La cruauté de la chose était stupéfiante, même selon les normes des plantations. La façon dont la mort humaine était traitée comme rien de plus qu'un inconvénient, un défi logistique à résoudre par l'application de plus de violence et de plus de coercition. Moïse commença à parler plus ouvertement de résistance au fur et à mesure que l'été avançait, parlant en voix basse pendant les brèves périodes de repos qui leur étaient accordées. Le soir, lorsqu'ils étaient de retour dans les quartiers, partageant des pensées et des idées qui étaient dangereuses simplement en vertu du fait d'être prononcées à voix haute. Il parlait de ralentissement du travail, d'actes de sabotage subtils qui seraient difficiles à attribuer à un individu, de moyens de perturber le bon fonctionnement de la plantation sans déclencher le genre de réponse qui entraînerait une punition de masse. Il parlait du chemin de fer clandestin, le réseau de personnes qui aidaient les esclaves évadés à se rendre dans le nord, les maisons sur les routes secrètes qui avaient conduit des milliers de personnes à la liberté au fil des ans. Il parlait de la possibilité d'une rébellion, d'un soulèvement violent, bien qu'il reconnût que les risques étaient énormes et les chances de succès minimes. Peter écoutait ces conversations avec des sentiments mitigés, attiré par les idées que Moïse présentait.
excité par la possibilité d'agir plutôt que de simplement endurer, mais aussi conscient des dangers très réels encourus, conscient de ce qui arriverait s'ils étaient découverts, conscient que les craintes de Rebecca étaient entièrement justifiées. Il se retrouva pris entre deux forces opposées. Le désir de liberté le tirant dans une direction tandis que le désir de protéger ce qu'il avait le tirait dans une autre. C'était une position impossible, un choix entre se rendre complètement au système ou tout risquer dans la poursuite de quelque chose qui pourrait même ne pas être réalisable. Et il passa des nuits blanches à essayer de concilier ces pulsions contradictoires, à essayer de trouver une voie à suivre qui honorait à la fois son besoin de dignité et son amour pour Rebecca. Et puis, fin août, quelque chose se produisit qui changea tout, qui poussa Peter au-delà du point où il pouvait rester passif, où il pouvait continuer à survivre sans se battre. Blackwood décida que les équipes des champs étaient trop lentes, que la production était en retard par rapport à ce qu'elle devait être pour satisfaire les attentes financières de Thornhill. Il répondit en instituant une nouvelle politique de flagellation publique pour quiconque dont la cueillette de coton tombait en dessous d'un certain quota. Les quotas étaient délibérément fixés à un niveau élevé, incroyablement élevé pour beaucoup de travailleurs âgés et ceux qui souffraient de blessures ou de maladies, et les flagellations commencèrent presque immédiatement. Menées le soir après la fin de la journée de travail, forçant tout le monde à regarder leurs amis et les membres de leur famille être attachés à un poteau et battus jusqu'à ce que leur dos soit sanglant et à vif. La première victime fut Ruth, la femme qui avait déjà perdu ses 3 enfants à la vente, qui travaillait aussi dur que n'importe qui malgré ses 50 ans, dont le corps commençait à défaillir après des décennies de travail brutal. Blackwood avait ordonné 20 coups de fouet, et Peter avait été forcé de rester là avec tout le monde, forcé de regarder le fouet couper le dos de Ruth, forcé d'entendre ses cris et de voir le sang couler sur sa peau, forcé de témoigner de cette torture publique conçue pour les terroriser tous afin qu'ils se conforment davantage. Quelque chose s'était brisé en Peter à ce moment-là. Une dernière barrière protectrice qui avait maintenu toute l'horreur de leur situation à une distance gérable. Et il avait senti la rage l'envahir, pure, chaude et indéniable. La rage contre Blackwood et Thornhill et tout le système qui rendait cela possible. La rage contre sa propre impuissance. La rage contre un monde qui pouvait être si cruel et appeler cela la justice. Moïse l'avait trouvé après la flagellation, l'avait pris à part et lui avait parlé avec urgence, lui disant que c'était exactement ce que Blackwood voulait, que le but de la punition publique était de briser leurs esprits, de les rendre si effrayés et si désespérés qu'ils accepteraient n'importe quoi plutôt que de risquer le fouet. Il a dit que céder à la rage était compréhensible mais dangereux, que la rage sans direction n'était que de l'autodestruction, qu'ils avaient besoin de concentration, de planification, de coordination. Il a dit qu'il était temps de faire un choix. Il était temps de décider s'ils allaient continuer à endurer ou s'ils allaient se battre. Et il a regardé Peter avec des yeux qui exigeaient une réponse, qui refusaient d'accepter l'ambiguïté ou le retard. Peter lui avait dit qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, qu'il devait parler à Rebecca, qu'il ne pouvait pas prendre cette décision seul. Moïse avait hoché la tête, dit qu'il comprenait, mais avait aussi dit que le temps était quelque chose dont il n'avait pas beaucoup, que la situation se détériorait, qu'attendre trop longtemps signifiait laisser plus de gens être détruits pendant qu'ils débattaient de ce qu'il fallait faire. Peter avait promis de lui donner une réponse bientôt. Il s'était éloigné de cette conversation en ayant l'impression d'être à la croisée des chemins, comme si les prochains pas qu'il ferait détermineraient non seulement son propre destin, mais potentiellement le destin de tout le monde sur la plantation. Il trouva Rebecca dans la cabane qu'elle partageait avec 5 autres femmes. Il la fit sortir pour qu'ils puissent parler en privé. Il lui raconta tout ce que Moïse avait dit, tout ce qu'il ressentait, tout ce qu'on lui demandait de décider. Elle avait écouté sans l'interrompre, son visage grave au clair de lune, ses yeux reflétant une douleur qui dépassait les mots. Quand il eut fini, elle lui prit les mains dans les siennes et lui dit qu'elle savait ce qu'il allait faire, qu'elle le voyait dans ses yeux, qu'une partie de lui avait déjà pris la décision, même s'il ne l'avait pas encore consciemment reconnu. Elle dit qu'elle avait peur, terrifiée de le perdre, terrifiée de ce qui pourrait arriver s'il prenait le chemin que Moïse lui offrait. Mais elle dit aussi qu'elle comprenait qu'elle ne pouvait pas lui demander d'ignorer ce qu'il ressentait, ne pouvait pas lui demander de continuer à accepter passivement les atrocités justes pour l'empêcher de s'inquiéter. Puis elle dit quelque chose qui le surprit, quelque chose auquel il ne s'attendait pas. Elle dit qu'elle voulait faire partie de tout ce qui se passerait, que s'il allait résister, alors elle allait résister à ses côtés, qu'ils étaient dans le même bateau pour le meilleur et pour le pire,
que l'amour signifiait être aux côtés de quelqu'un même, quand être à ses côtés était dangereux. Peter avait essayé de discuter, avait essayé de lui dire qu'elle n'avait pas besoin de se mettre en danger, qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'elle soit blessée à cause de ses choix. Mais Rebecca l'avait interrompu, lui avait dit fermement que ce n'était pas sa décision à prendre, qu'elle avait sa propre agence, même dans les contraintes de l'esclavage, qu'elle choisissait cela en pleine conscience de ce que cela signifiait. Et à ce moment-là, Peter avait compris qu'il l'aimait non pas malgré sa force, mais à cause d'elle, qu'elle était son égale à tous égards, que quel que soit le chemin qu'ils emprunteraient, ils le parcouraient ensemble. Peter était allé voir Moïse le lendemain et lui avait dit qu'il était partant, qu'il ferait tout ce qui devait être fait, qu'il était prêt à se battre. Moïse avait souri, le premier vrai sourire que Peter avait vu sur son visage, et avait serré la main de Peter dans un geste qui ressemblait à une alliance, à un accord contraignant entre les âmes plutôt qu'à un simple arrangement pratique. Il avait dit à Peter qu'il devrait être intelligent, patient, que la résistance ne consistait pas en des gestes spectaculaires qui tuaient tout le monde, mais en une sape systématique du fonctionnement de la plantation, en créant suffisamment de perturbations pour que les profits de Thornhill en souffrent tout en rendant impossible pour Blackwood d'identifier les responsables. Il a dit qu'il devrait recruter d'autres personnes avec soin, que tout le monde ne pouvait pas être digne de confiance, que certaines personnes étaient trop brisées, trop effrayées ou trop loyales au système pour être fiables, que choisir la mauvaise personne pourrait les faire tous tuer. Au cours des semaines suivantes, Peter et Moïse commencèrent à construire un réseau, approchant les gens un par un, les sondant avec soin, présentant les idées progressivement, observant les réactions qui leur diraient si quelqu'un pouvait être digne de confiance. Ils recrutèrent Isaïe, dont les cicatrices et la rage faisaient de lui un allié naturel. Ils recrutèrent Myriam, dont les spirituels avaient toujours contenu des messages codés sur la résistance et la liberté. Ils recrutèrent un homme nommé Daniel, qui travaillait dans la maison et avait accès à des informations sur les affaires de Thornhill, qui pouvait leur dire quand les expéditions partaient, quand les acheteurs étaient attendus, quand Thornhill serait absent de la plantation. Lentement, prudemment, ils rassemblaient un groupe de 12 personnes, hommes et femmes, qui avaient décidé que la survie ne suffisait plus, qui étaient prêtes à tout risquer pour une chance d'obtenir quelque chose de mieux. Leurs actes de résistance commencèrent modestement, presque invisibles. Le coton qui aurait dû être cueilli fut laissé sur les plants. Pas assez pour être évident, mais assez pour affecter le poids à la fin de la journée. Les outils disparurent ou se cassèrent à des moments cruciaux, provoquant des retards qui coûtèrent du temps et de l'argent. Un incendie se déclara dans l'un des entrepôts, détruisant plusieurs centaines de livres de coton prêtes pour le marché. La cause ne fut jamais déterminée, bien que Blackwood soupçonna un incendie criminel et mena des interrogatoires brutaux qui ne donnèrent aucune information utile. Peter utilisait son sifflet pour coordonner ses activités, soufflant différents motifs qui signalaient différentes choses. Un langage que seul le réseau de résistance comprenait. Un code qui leur permettait de communiquer sous le nez de Blackwood. Rebecca travaillait à ses côtés, prenant des risques qui faisaient battre le cœur de Peter de peur, agissant comme messagère entre les différents membres du groupe, utilisant sa position dans la maison où elle travaillait parfois pour recueillir des informations et les transmettre. Elle était intrépide d'une manière qui l'inspirait et le terrifiait à la fois. Se déplaçant dans le danger avec un calme qui suggérait qu'elle avait déjà accepté toutes les conséquences qui pourraient en découler, qu'elle avait fait la paix avec la possibilité de sa propre destruction. Peter se surprit à l'aimer plus profondément en la regardant se transformer en quelqu'un qui refusait d'être une victime, qui avait décidé que la mort avec dignité était préférable à la vie sans elle, qui incarnait tout ce qu'il croyait sur la résistance humaine à l'oppression. Et puis septembre arriva, et tout changea d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. D'une manière qui n'a toujours pas de sens pour quiconque essaie de comprendre ce qui s'est passé dans ces derniers jours du temps de Peter Walker à la plantation Thornhill. Tout a commencé le 15 septembre 1846. Un mardi qui a commencé comme n'importe quel autre, avec la population asservie se déplaçant vers les champs dans l'obscurité d'avant l'aube. Leur corps répondant automatiquement à la routine familière. Leurs esprits encore embrumés par le sommeil et les rêves. Peter avait sifflé à l'aube pour signaler le début du travail. Le son se propageant à travers la plantation, se répercutant sur les arbres à la lisière des pins chuchotants, s'estompant lentement dans l'air du matin. La journée était chaude, l'humidité assez épaisse pour que respirer soit un travail.
Le genre de temps qui donnait l'impression que chaque mouvement poussait contre une résistance invisible. Ils travaillèrent toute la matinée, leurs mains se déplaçant à travers les plants de coton, le dos courbé, leurs pensées ailleurs, dans des endroits plus frais, dans des endroits plus libres, dans des souvenirs et des fantasmes qui rendaient le moment présent supportable. Blackwood se rendit à cheval dans les champs vers midi, faisant son circuit habituel, à l'affût de tout signe d'effort réduit, de toute indication que quelqu'un se dérobait au travail qui lui était assigné. Il s'arrêta près de l'endroit où Peter travaillait, s'assit sur son cheval, regardant vers le bas, ses yeux pâles balayant le champ, calculant, évaluant, cherchant des problèmes qu'il pourrait résoudre par la punition. Peter garda la tête baissée, continua à travailler. Il sentit le regard de Blackwood sur lui comme un poids physique, comprit que le contremaître essayait de l'intimider, essayait de provoquer une sorte de réaction qui justifierait la violence. Mais Peter ne lui donna rien, continua simplement à cueillir du coton, son visage vide, son mouvement régulier, jouant le rôle de l'esclave docile, même s'il pensait à la grange qu'il prévoyait de saboter cette nuit-là, les outils qu'il prévoyait de casser, les petits actes de résistance qui s'accumulaient lentement pour devenir quelque chose de significatif. Blackwood finit par continuer sa route, se déplaçant vers une autre section du champ. Et Peter sentit la tension dans ses épaules se relâcher légèrement. Isaïe, qui travaillait à proximité, croisa son regard et lui fit un signe de tête à peine perceptible, un geste de solidarité, un rappel qu'il n'était pas seul dans cette épreuve. L'après-midi s'étira, le soleil se déplaçant lentement dans le ciel, la chaleur devenant presque insupportable. Les gens s'arrêtaient de temps en temps pour boire au seau d'eau, pour essuyer la sueur de leur visage, pour voler des moments de repos qu'ils savaient qu'ils paieraient plus tard lorsqu'ils devraient rattraper le temps perdu. Peter pensa à Rebecca, se demanda ce qu'elle faisait, espéra qu'elle était prudente, espéra que leur plan pour cette soirée se déroulerait sans encombre. Et puis, vers 16 heures, quelque chose d'étrange se produisit. Peter se sentit soudain pris de vertige. Le monde semblait basculer, sa vision devenant floue sur les bords, ses jambes s'affaiblissant. Il pensa d'abord que c'était la chaleur, qu'il était peut-être plus déshydraté qu'il ne le pensait. Il essaya de se stabiliser en s'agrippant au plan de coton devant lui. Mais les vertiges s'intensifièrent, devinrent quelque chose de plus qu'un simple inconfort physique. Devint une sensation comme s'il était tiré dans deux directions à la fois, comme si quelque chose le tirait de l'intérieur, comme si son corps et sa conscience commençaient à se séparer. Il entendit la voix de sa mère, claire comme le jour, malgré le fait qu'elle soit morte depuis 8 ans, l'appelant par son nom comme elle le faisait quand il était enfant, avec amour et urgence et une sorte de chagrin qui suggérait qu'elle essayait de le mettre en garde contre quelque chose. Peter regarda autour de lui, essayant de localiser la source de la voix, essayant de comprendre s'il hallucinait à cause d'un coup de chaleur ou si quelque chose d'autre se passait. Et c'est là qu'il la vit, au bord du champ, là où les plants de coton laissaient place aux broussailles puis à la forêt, une silhouette parfaitement immobile qui l'observait. La silhouette était trop loin pour être vue clairement, juste une forme sombre contre la lisière des arbres, mais Peter était certain qu'elle l'observait spécifiquement. Il sentit son attention concentrée sur lui comme un projecteur. Il sentit quelque chose s'étendre à travers la distance qui les séparait. Il cligna des yeux, essaya de clarifier sa vision, et quand il regarda à nouveau, la silhouette avait disparu. Juste un espace vide là où elle se tenait, juste des arbres et des ombres dans le paysage normal de la limite de la plantation. Isaïe avait remarqué la détresse de Peter, s'était approché et lui demandait s'il allait bien. Sa voix inquiète, sa main sur le bras de Peter lui apportant un soutien physique. Peter avait essayé de répondre, avait essayé de dire qu'il allait bien, mais sa langue semblait épaisse dans sa bouche, ses mots sortant brouillés et confus, ses pensées s'éparpillant comme des oiseaux, effrayés et s'envolant. La dernière chose dont il se souvint clairement de cet après-midi fut de tomber, ses genoux heurtant le sol, les plants de coton l'entourant comme des barreaux de prison. Le visage d'Isaïe au-dessus de lui, l'air inquiet, puis tout devint noir, la conscience s'évanouissant comme de l'eau entre ses doigts. Il reprit connaissance quelque temps plus tard, bien qu'il n'eût aucune idée du temps qui s'était écoulé, se retrouvant allongé sur le sol de sa cabane avec des gens rassemblés autour de lui, leurs visages inquiets, leurs voix parlant d'un ton pressé.
Rebecca était là, agenouillée à ses côtés, sa main sur son front, ses yeux grands ouverts de peur. Silas était là aussi, le vieil homme qui lui avait parlé des pains chuchotants, le regardant avec une expression que Peter ne pouvait pas tout à fait lire. Quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance ou de la crainte. Quelqu'un disait que Peter était inconscient depuis des heures, qu'il l'avait ramené des champs, qu'ils avaient eu peur qu'il ne meure de ce qu'il avait terrassé. Peter avait essayé de s'asseoir, mais son corps ne semblait pas vouloir coopérer. Il se sentait distant et insensible. Il avait l'impression d'appartenir à quelqu'un d'autre. Il avait demandé quelle heure il était. Et Rebecca lui avait dit que le soleil était couché, que la journée de travail était terminée, que tout le monde était rentré au quartier. Le coucher du soleil. Cela signifiait qu'il aurait dû souffler dans le sifflet pour rappeler les gens des champs, qu'il aurait dû accomplir ce rituel quotidien qui était devenu une partie si importante de la routine de la plantation. Il avait essayé d'atteindre son sifflet, avait tapoté sa poche où il le gardait toujours, mais il n'y était pas. Il avait demandé à Rebecca où il était, sa voix sortant faible et étrange, et elle lui avait dit qu'Isaïe l'avait, qu'il l'avait pris à Peter quand il s'était effondré pour qu'il ne soit pas perdu ou cassé. Peter avait appelé Isaïe, qui s'était avancé du fond de la cabane, le sifflet à la main, le tendant à Peter comme une offrande. Peter l'avait pris, avait senti la douceur familière du bois, avait senti le lien avec ses parents et son histoire et tout ce pourquoi il se battait. Et puis quelqu'un, il ne se souvenait pas qui, avait demandé si Peter l'avait entendu, s'il avait entendu le sifflet sonner alors qu'il était inconscient, alors qu'il était allongé sur le sol de la cabane, entouré de gens qui étaient certains qu'il était en train de mourir. Peter les avait regardés, confus, avait demandé de quoi il parlait. Et c'est alors que plusieurs voix se sont mises à parler en même temps, chacun essayant d'expliquer ce dont il avait été témoin, ce qu'ils avaient tous entendu. Ils ont dit que le sifflet avait retenti au coucher du soleil, à l'heure exacte où il retentissait toujours, la mélodie familière se propageant à travers la plantation, rappelant les gens des champs. Ils ont dit que tout le monde l'avait entendu, qu'il avait sonné exactement comme il sonnait toujours, que rien n'avait semblé inhabituel à ce sujet. Et puis quelqu'un a mentionné que le son venait des champs de lait près des pins chuchotants. Et les gens se sont demandé pourquoi Peter sifflait de là alors qu'il le faisait habituellement près des quartiers. Et c'est alors qu'ils ont réalisé que Peter n'aurait pas pu siffler, qu'il était inconscient dans la cabane, qu'il était impossible pour lui d'être à deux endroits à la fois. Certains d'entre eux avaient couru vers le son, étaient allés dans les champs de l'Est pour enquêter, et ils avaient trouvé le sifflet de Peter suspendu à une branche basse du chêne qui marquait la frontière entre la plantation et la forêt, se balançant d'avant en arrière bien qu'il n'y ait pas de vent, faisant encore le plus faible son en bougeant, comme l'écho de la mélodie qu'il venait de jouer. Mais Peter tenait le sifflet maintenant. Il pouvait le sentir dans sa main. Alors, comment aurait-il pu être suspendu à un arbre dans les champs? Il avait demandé à Isaïe s'il était sûr d'avoir pris le sifflet de la poche de Peter. Et Isaïe avait juré qu'il l'avait fait, qu'il l'avait senti là quand il vérifiait si Peter était blessé, qu'il l'avait enlevé pour le mettre en sécurité. Mais alors, comment était-il arrivé à l'arbre? Comment avait-il soufflé alors que Peter était inconscient? Les questions se multipliaient plus vite que les réponses. La logique de la situation s'effondrait, les règles normales de cause à effet semblant échouer. Silas prit alors la parole, sa vieille voix perçant la conversation confuse, disant qu'il avait parlé à Peter des pins chuchotants, qu'il l'avait prévenu qu'il y avait des choses dans ces bois qui ne suivaient pas les lois naturelles, qu'il y avait des frontières en ce lieu, entre le monde des vivants et le monde des morts, entre le passé et le présent, entre ce qui était et ce qui pourrait être. Il dit que le sifflet de Peter appelait quelque chose, ou que quelque chose appelait à travers le sifflet de Peter. Que la frontière s'amincissait, que Peter devait être prudent car ce qui se passait ne faisait que commencer, pas finir. Peter était resté là, écoutant tout cela, la tête lui tournant, son corps faible, son esprit essayant de traiter des informations qui n'avaient aucun sens, quelle que soit la façon dont il les abordait. Il avait pensé à la silhouette qu'il avait vue au bord du champ avant de s'effondrer, à la voix de sa mère qui l'appelait, à la sensation vertigineuse d'être tiré dans deux directions. Il avait pensé à ce que sa mère lui avait dit à propos du sifflet, à la croyance de son père qu'il pouvait appeler à travers des distances qui ne pouvaient être mesurées en kilomètres,
qu'il pouvait atteindre à travers les barrières entre les âmes, qu'il était un pont entre les mondes. À l'époque, il avait pensé que c'était juste un discours fiévreux, le délire d'une femme mourante. Mais si ce n'était pas le cas? Et s'il y avait quelque chose dans les croyances de son père? Et si le sifflet avait vraiment une sorte de pouvoir qui existait en dehors de la compréhension normale? Rebecca l'avait aidé à s'asseoir, lui avait apporté de l'eau et l'avait fait boire. Ses mains douces mais fermes, sa présence l'ancrant dans le moment présent, dans la réalité physique de la cabane et des gens qui l'entouraient. Elle avait dit à tout le monde de partir, de laisser de l'espace à Peter pour se reposer, de le laisser se remettre de ce qui lui était arrivé. La foule s'était dispersée à contre-cœur, les gens jetant des regards en arrière, voulant clairement discuter de ce dont ils avaient été témoins, clairement perturbés par la chose impossible qu'ils avaient tous vécue. Quand ils furent seuls, Rebecca s'assit à côté de Peter sur le sol, son dos contre le mur, son épaule touchant la sienne, et ils restèrent assis en silence pendant un long moment, juste à être ensemble, trouvant du réconfort dans la proximité lorsque les mots semblaient inadéquats. Finalement, Rebecca lui demanda ce qu'il pensait de ce qui se passait, ce qu'il pensait que tout cela signifiait. Peter avait été honnête avec elle, lui avait dit qu'il ne savait pas, qu'il était aussi confus que tout le monde, qu'il ne croyait pas aux fantômes, à la magie ou aux forces surnaturelles, mais qu'il ne pouvait pas non plus expliquer ce qui s'était passé de manière rationnelle. Il lui avait parlé de la silhouette qu'il avait vue, de la voix de sa mère, du sentiment d'être tiré. Et Rebecca avait écouté sans jugement, sans essayer de l'expliquer ou de le rationaliser, acceptant simplement son expérience comme valide, qu'elle ait un sens ou non. Elle avait dit qu'il y avait peut-être des choses dans le monde qui ne pouvaient être comprises par la seule logique, que l'univers était peut-être plus étrange et plus mystérieux qu'on ne leur avait appris à le croire, que peut-être leurs ancêtres avaient su des choses qui avaient été perdues dans la machine brutale de l'esclavage, de la conversion forcée et de la destruction culturelle. Peter s'était finalement endormi, épuisé par les événements de la journée, son corps exigeant un repos que son esprit était réticent à lui accorder. Il avait fait des rêves étranges, des rêves vifs et intenses où il marchait à travers les pins chuchotant vers une clairière qu'il n'avait jamais vue, mais qu'il reconnaissait d'une manière ou d'une autre, des rêves où sa mère et son père l'attendaient, des rêves où le sifflet dans sa main brillait d'une lumière qui ne provenait d'aucune source visible, des rêves où la frontière entre le sommeil et l'éveil devenait impossible à déterminer. Il se réveilla plusieurs fois pendant la nuit, chaque fois désorienté, ne sachant pas où il était, mettant plusieurs secondes à se souvenir de la cabane, de la plantation, des événements impossibles de la veille. Le lendemain matin, il se sentait mieux physiquement, ses forces revenant, sa tête claire, bien qu'il soit toujours secoué par ce qui s'était passé, essayant toujours de comprendre ce que cela signifiait. Il se rendit au champ comme d'habitude, rejoignit l'équipe de travail, cueillit du coton avec des mains qui se déplaçaient automatiquement à travers les mouvements familiers tandis que son esprit travaillait sur d'autres problèmes. Moïse le trouva pendant la pause de midi, le prit à part, lui demanda ce qui s'était passé, ayant entendu différentes versions de l'histoire de différentes personnes. Peter lui raconta tout, toute l'expérience étrange du début à la fin, et Moïse avait écouté avec une attention totale, son visage sérieux, ses questions précises et spécifiques. Quand Peter eut fini, Moïse resta silencieux un moment, réfléchissant, puis il dit quelque chose qui surprit Peter. Il dit que c'était peut-être un signe, que peut-être ce qui s'était passé essayait de leur dire quelque chose, qu'ils devaient peut-être prêter attention à ce que l'univers leur offrait. Il dit que dans le réseau de résistance qu'ils construisaient, ils avaient besoin de tous les avantages qu'ils pouvaient obtenir, qu'ils devaient utiliser tous les outils disponibles, et s'il y avait quelque chose de surnaturel ou d'inexplicable qui se passait autour du sifflet de Peter, alors peut-être que c'était un outil qu'ils devraient envisager d'utiliser. Peter s'était senti mal à l'aise avec cette interprétation. Il avait l'impression que Moïse essayait de militariser quelque chose de sacré, quelque chose lié à ses parents et à son histoire. Mais il comprenait aussi la logique. Il comprenait que dans leur situation, il ne pouvait pas se permettre d'ignorer les avantages potentiels, aussi étranges ou troublants soient-ils. Au cours des 2 jours suivants, les choses semblaient revenir à la normale. Peter alla au travail, revint, souffla dans son sifflet au coucher du soleil pour rappeler les gens des champs, parla avec Rebecca,
planifia des opérations de sabotage avec Moïse, vécut la même vie qu'il avait vécue avant les étranges événements du 15 septembre. Mais il se sentait différent, changé d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait articuler. Conscient de quelque chose qui était invisible auparavant, sensible à des courants dans le monde qu'il n'avait jamais remarqués. Il se surprenait à regarder plus souvent vers les pins chuchotants. Il se surprenait à penser à l'avertissement de Silu, à la voix de sa mère qui l'appelait, à la silhouette qu'il avait vue au bord du champ. Et puis, le soir du 18 septembre, cela se reproduisit, mais en pire cette fois, plus dramatique, plus impossible, plus terrifiant. Peter était dans la cabane après le souper, assis avec Rebecca et plusieurs autres, parlant doucement de rien en particulier, juste pour passer le temps avant de dormir. Il s'était senti bien. Aucun signe avant-coureur, aucune prémonition de ce qui allait se produire. Et puis de l'extérieur, de la direction des champs, ils l'entendirent. Le sifflet de Peter jouant la mélodie du coucher du soleil, l'air familier que tout le monde sur la plantation reconnaissait, rappelant les gens des champs qui étaient déjà vides, rappelant les gens qui étaient déjà à la maison. Tout le monde dans la cabane s'était figé, leur conversation s'arrêtant en pleine phrase, leur visage se tournant vers Peter, qui était assis juste là devant eux, qui avait son sifflet dans sa poche, qui ne soufflait clairement rien. Le son continua, clair et indubitable, se propageant à travers la plantation, se répercutant sur les bâtiments et les arbres, impossible et indéniable. Peter avait sorti son sifflet de sa poche, l'avait levé pour que tout le monde puisse le voir. La preuve qu'il n'était pas la source du son qu'ils entendaient. La preuve que quelque chose d'impossible se produisait à nouveau. Les gens avaient commencé à courir dehors, se sont précipités vers le son, et Peter avait suivi. Rebecca à ses côtés, son cœur battant, son esprit passant en revue les possibilités et les explications qui se dissolvaient toutes dès qu'il les examinait. Ils avaient couru dans l'obscurité vers les champs de l'Est, suivant le son du sifflet, une foule de gens effrayés essayant de comprendre ce qu'ils vivaient. Et quand ils atteignirent le bord du champ près des pins chuchotants, ils avaient de nouveau trouvé le sifflet de Peter, suspendu au même chêne où il avait été trouvé auparavant, se balançant violemment bien que l'air soit complètement calme, jouant sa mélodie bien qu'aucune lèvre ne le touche, bien qu'aucun souffle ne le traverse, bien que toutes les lois de la physique disent qu'il devrait être silencieux. Silas était là aussi, ayant suivi la foule, et il s'était approché lentement de l'arbre, ses mouvements prudents, son visage montrant à la fois de la peur et quelque chose qui ressemblait à de la vénération. Il avait tendu la main vers le sifflet, et alors que sa main s'approchait, le son s'était arrêté brusquement, le sifflet devenant silencieux, suspendu là sur la branche comme n'importe quel objet ordinaire. Silas l'avait décroché, l'avait tenu dans sa main un instant, puis il s'était approché de Peter et le lui avait donné sans dire un mot, l'avait simplement placé dans la paume de Peter et l'avait regardé avec des yeux qui en disaient plus que les mots ne le pouvaient. Peter avait pris le sifflet, l'avait senti chaud dans sa main, plus chaud qu'il n'aurait dû l'être en étant simplement suspendu à une branche d'arbre, et il avait su avec une certitude absolue que quelque chose l'appelait, que les pins chuchotants voulaient quelque chose de lui, qu'il allait devoir aller dans ces bois, qu'il le veuille ou non. C'est ce qu'il a dit à Rebecca plus tard cette nuit-là, allongé dans l'obscurité de sa cabane, la tenant près de lui, sentant son souffle sur son cou, ses bras autour de lui. Il lui a dit qu'il pensait que la forêt l'appelait, que ce que son père avait gravé dans le sifflet répondait à quelque chose dans ces bois, qu'il allait devoir aller voir ce que c'était, qu'il n'avait plus le choix. Rebecca avait protesté, lui avait dit que c'était trop dangereux, que Silas l'avait prévenu au sujet des pins chuchotants, que les gens qui allaient dans ces bois ne revenaient pas toujours. Mais Peter avait été ferme, lui avait dit qu'il sentait que c'était important, que c'était lié à quelque chose de plus grand que lui, que peut-être son père avait su que cela arriverait d'une manière ou d'une autre, que peut-être le sifflet était destiné à le conduire à quelque chose qu'il devait trouver. Rebecca avait finalement accepté à la condition qu'il n'y aille pas seul, qu'elle l'accompagne, qu'ils affrontent ensemble ce qui se trouvait dans ces bois. Peter avait essayé de refuser, avait essayé de lui dire que c'était son fardeau à porter. Mais Rebecca lui avait rappelé qu'ils s'étaient engagés l'un envers l'autre, qu'ils affrontaient les choses ensemble, qu'ils ne pouvaient pas la protéger en l'excluant du danger. Et ainsi, ils avaient fait un plan, avaient décidé d'aller dans les pins chuchotants la nuit suivante après la tombée de la nuit,
lorsqu'il serait moins susceptible d'être vu. Lorsque la frontière entre les mondes était supposée être à son plus mince, il dit à Moïse ce qu'il prévoyait, et il avait essayé de les en dissuader, leur avait dit que c'était insensé, qu'il risquait tout sur la base d'événements surnaturels qui pourraient avoir des explications rationnelles auxquelles il n'avait tout simplement pas encore pensé. Mais quand il vit qu'ils étaient déterminés, il avait changé de tactique, leur avait dit d'être prudents, leur avait fait promettre de revenir, avait dit que le réseau de résistance avait besoin de Peter, qu'il ne pouvait pas se permettre de le perdre à cause de ceux qui se trouvaient dans ces bois. Peter avait promis qu'il reviendrait, bien qu'en privé il ne fût pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. Il n'était pas sûr de ce dans quoi il s'engageait. Il n'était pas sûr que les pins chuchotants les laisseraient partir une fois qu'il y serait entré. La nuit suivante, le 19 septembre, Peter et Rebecca attendirent que tout le monde soit endormi, puis se glissèrent hors des quartiers, silencieusement, se déplaçant comme des ombres à travers la plantation, se dirigeant vers les champs de l'Est, vers les pins chuchotants, vers le destin que le sifflet les appelait à affronter. La lune était sombre cette nuit-là, juste un croissant dans le ciel, et les étoiles fournissaient à peine assez de lumière pour voir, rendant leur voyage lent et prudent, chaque son amplifié dans l'obscurité, chaque bruissement de branches une menace potentielle. Ils atteignirent le bord des champs et s'arrêtèrent, regardant la lisière des arbres, l'obscurité sous la canopée, la frontière qu'ils s'apprêtaient à franchir. Peter avait sorti son sifflet, l'avait tenu dans la faible lumière des étoiles, le regardant une dernière fois avant de continuer, se demandant ce que son père avait su en le sculptant, se demandant ce que sa mère avait su en le lui donnant avec son dernier souffle, se demandant si ce moment l'attendait depuis le début, inscrit dans son destin bien avant sa naissance. Et puis il avait porté le sifflet à ses lèvres et avait soufflé, envoyant cette note pure et claire dans la nuit, dans la forêt, annonçant leur présence, acceptant toute invitation qui leur était offerte. Le son avait résonné à travers les arbres, avait semblé vibrer avec quelque chose de profond dans la forêt, avait été répondu par d'autres sons, par ce qui aurait pu être du vent ou des voix, par des bruissements et des mouvements qui semblaient venir de partout à la fois. Et puis, plus profondément dans les bois, ils avaient vu de la lumière. Une faible lueur qui semblait se diriger vers eux, pulsant doucement comme un battement de cœur, illuminant les arbres de l'intérieur, créant des ombres qui dansaient et se déplaçaient d'une manière qui n'avait rien à voir avec une source de lumière normale. Peter et Rebecca s'étaient regardés, s'étaient serrés la main, avaient pris une inspiration ensemble, puis ils étaient entrés dans le pin chuchotant, franchissant cette frontière, entrant dans la forêt qui les avait effrayés et fascinés, marchant vers la lumière qui les appelait. Les arbres se refermèrent presque immédiatement sur eux, les bruits de la plantation s'estompant derrière eux comme s'ils avaient parcouru des kilomètres au lieu de quelques mètres. L'air changea, devenant plus épais, plus difficile à respirer, chargé de quelque chose qui leur fit picoter la peau et leur fit battre le cœur. Ils marchèrent pendant ce qui sembla des heures, mais qui aurait pu être des minutes. Le temps devint élastique et peu fiable. Les repères normaux qui les auraient aidés à évaluer leur progression devinrent insignifiants dans l'environnement étrange de la forêt. Et puis ils arrivèrent à une clairière, un cercle parfait de terrain découvert que Peter reconnut d'après la description de Silas. Avec le chêne massif au centre, ses branches s'étendant largement, des objets y étant suspendus qui bougeaient, carillonnaient et chuchotaient dans des langues antérieures à l'anglais, antérieures à l'esclavage, qui provenaient de peuples et d'époques qui avaient été effacés de l'histoire, mais pas de la terre elle-même. La lumière qu'ils avaient suivie venait de l'arbre, émanant de son tronc, de ses branches, de l'air même qui l'entourait. Une douce lueur dorée qui illuminait tout sans créer d'ombre dure, qui donnait à la clairière l'impression d'être un espace sacré, comme une église ou un temple, comme un endroit qui exigeait révérence et respect. Et debout sous l'arbre, les attendant, se trouvaient des silhouettes. 3 d'entre elles, translucides et chatoyantes, pas tout à fait solides, mais pas tout à fait invisibles non plus, existant dans cet espace entre l'être et le non-être, entre le passé et le présent, entre la mémoire et la réalité. Peter avait su immédiatement qui ils étaient, les avait reconnus, bien qu'il ne les ait jamais vus, ni dans la vie, ni sur aucune photographie ou peinture. La femme était sa mère, Grace, telle qu'elle devait être avant que la maladie et la servitude ne la détruisent. Jeune, belle et forte,
ses yeux pleins de l'amour dont il se souvenait de son enfance. L'homme était son père, la personne qu'il n'avait jamais connue, grand et digne, avec les propres traits de Peter se reflétant sur lui à travers les années, à travers la mort, à travers toute la distance qui les avait séparés. Et la troisième silhouette était quelqu'un que Peter ne reconnut pas au premier abord. Une vieille femme aux yeux qui semblait voir à travers lui, à travers le temps lui-même, qui rayonnait de puissance et d'autorité et de quelque chose qui aurait pu être de la pitié ou de la fierté. Sa mère avait parlé la première, sa voix exactement comme il s'en souvenait, exactement comme il l'avait entendue dans ses rêves et dans ses souvenirs. Et à ce moment-là, avant qu'il ne s'effondre dans le champ, elle avait dit son nom. Et dans ce nom était contenu tout l'amour qu'elle avait ressenti pour lui, toute la tristesse qu'elle avait ressentie d'être séparée de lui par la mort, tout l'espoir qu'elle avait pour son avenir, pour sa liberté, pour sa survie. Elle lui avait dit qu'elle était fière de lui, qu'elle l'avait observé, qu'elle savait ce qu'il essayait de faire, la résistance qu'il construisait, le combat qu'il se préparait à mener. Et elle lui avait dit que le moment approchait où il devrait faire un choix, où il devrait décider ce qu'il était prêt à sacrifier, ce qu'il était prêt à risquer, ce qu'il était prêt à devenir dans sa quête de liberté. Son père avait parlé ensuite, et sa voix était plus profonde, résonnante, portant un poids et une puissance qui semblaient faire vibrer l'air. Il avait dit à Peter que le sifflet était plus qu'un simple morceau de bois sculpté, qu'il était une clé, un outil, un pont entre les mondes. Il a dit qu'il avait sculpté à cet endroit même, à cet arbre, la nuit la plus sombre de l'année, qu'il l'avait sculpté avec intention et but, qu'il l'avait imprégné de tout ce qu'il savait sur le franchissement des frontières, sur le passage entre les états d'être, sur le refus d'accepter que la mort, la distance ou l'esclavage puissent séparer de manière permanente des âmes qui s'appartenaient. Il a dit que le sifflet pouvait ouvrir des portes qui étaient habituellement fermées, pouvait appeler à travers des vides qui étaient habituellement infranchissables, pouvait invoquer de l'aide de lieux au-delà du monde normal de la plantation, de la servitude et de la cruauté humaine. Et puis la vieille femme avait parlé, et sa voix était comme le murmure du vent à travers des arbres anciens, comme le flot de l'eau sur des pierres usées par le temps, comme la voix de la terre elle-même sous forme humaine. Elle dit qu'elle était une mémoire des gens qui avaient vécu sur cette terre avant la plantation, avant les champs de coton, avant que l'esclavage et la destruction n'aient refait le paysage en quelque chose d'inconnaissable. Elle dit que cet endroit, cette clairière, cet arbre avait toujours été un seuil, un point où la membrane entre les mondes s'amincissait, où ceux qui avaient la connaissance et la volonté pouvaient passer d'un état d'être à un autre. Elle dit que le père de Peter avait appris ce secret, avait compris comment l'utiliser, avait gravé cette connaissance dans le sifflet pour que Peter puisse l'utiliser le moment venu. Elle dit que ce moment était maintenant, que la plantation approchait d'un point de crise, que la violence arrivait qui détruirait tout et tout le monde si Peter n'agissait pas, que Blackwood préparait quelque chose qui ferait paraître toute leur souffrance passée insignifiante en comparaison. Elle dit que Peter devait choisir, devait décider s'il était prêt à payer le prix que la liberté exigeait, devait accepter que le salut exigeait parfois des sacrifices, que sauver les autres pouvait signifier se perdre soi-même. Elle dit que s'il choisissait d'utiliser le sifflet pour ouvrir la porte que l'arbre offrait, il pourrait conduire son peuple en sécurité, pourrait les emmener loin de la plantation vers un endroit où Thornhill et Blackwood ne pourraient pas les suivre, où ils seraient hors de portée de l'esclavage, de la violence et de toute la machine de l'oppression. Mais en faisant cela, il devrait passer de l'autre côté, devrait laisser derrière lui le monde qu'il connaissait, devrait exister dans cet espace entre les vivants et les morts, entre les libres et les liés, entre ce qui était et ce qui pourrait être. Peter était resté là, absorbant tout cela, son esprit vacillant, son cœur battant, essayant de comprendre ce qu'on lui disait, ce qu'on lui demandait. Rebecca avait serré sa main plus fort, et il avait su sans demander qu'elle comprenait le même choix auquel il était confronté, qu'elle était prête à l'affronter à ses côtés, que quoi qu'il décide, elle le soutiendrait complètement. Il avait regardé l'esprit de sa mère, le fantôme de son père, la présence ancienne de la femme qui représentait tous les peuples dépossédés et détruits, dont les os enrichissaient le sol sous ses pieds. Et il leur avait demandé quand cette violence viendrait-elle? Quand devrait-il faire ce choix? Quand la porte s'ouvrirait-elle? Il lui avait dit 3 jours, que dans 3 jours Blackwood prévoyait une purge, avait découvert des preuves du réseau de résistance,
prévoyait de faire des exemples de tous les impliqués, prévoyait des exécutions publiques qui terroriseraient la population asservie restante jusqu'à une soumission complète. Ils ont dit que la nuit précédant la purge, le sifflet appellerait, soufflerait de lui-même comme il l'avait fait. Et ce serait le signal, le moment où Peter devrait rassembler tous ceux qui voulaient s'échapper, devrait les conduire à cette clairière, devrait utiliser le sifflet pour ouvrir la porte qui les emmènerait quelque part hors de la portée de Blackwood. Ils dirent qu'il saurait quoi faire le moment venu, que le sifflet le guiderait, que la connaissance de son père gravée dans le bois lui montrerait le chemin. Et puis, aussi soudainement qu'elles étaient apparues, les silhouettes commencèrent à s'estomper, la lumière diminuant, la clairière retournant à l'obscurité normale, le sortilège ou la vision ou quoi que ce fût, libérant son emprise sur la réalité. Peter avait appelé sa mère, avait essayé de poser plus de questions, avait voulu juste quelques instants de plus avec son esprit. Mais elle était déjà partie, dissoute dans le royaume que les morts habitaient, le laissant, lui et Rebecca, seuls dans la clairière avec juste l'arbre, les objets suspendus et le poids du choix qui leur avait été donné. Ils étaient retournés lentement à la plantation, aucun d'eux ne parlant, tous deux perdus dans leurs propres pensées, essayant de traiter ce qu'ils avaient vécu, essayant de décider ce que cela signifiait, essayant de déterminer ce qu'ils allaient faire. Au moment où ils atteignirent les quartiers, l'aube commençait à poindre. Le ciel s'éclaircissait à l'est, et ils durent se glisser rapidement dans leurs cabanes respectives avant que les gens ne commencent à se réveiller pour la journée de travail. Peter était resté dans son lit, épuisé mais incapable de dormir, rejouant la conversation dans la clairière encore et encore, se demandant si elle avait été réelle ou s'il avait vécu une sorte d'hallucination partagée avec Rebecca. Si le stress, la peur et le désespoir de leur situation avaient créé des visions qui semblaient réelles mais n'étaient que des produits de leur propre esprit cherchant de l'espoir dans une situation sans espoir. Mais il avait le sifflet dans sa main, et il était chaud, plus chaud qu'il n'aurait dû l'être. Et il pouvait sentir quelque chose en lui, une présence, un pouvoir ou un but qui n'était pas là auparavant ou qu'il n'avait pas été capable de percevoir auparavant. Et il sut avec une certitude qui dépassait la logique et le doute, que ce qui s'était passé dans la clairière était réel, que ses parents lui avaient vraiment parlé, qu'on lui avait donné un choix et 3 jours pour le faire, que tout était sur le point de changer d'une manière qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il croyait sur lui-même dans le monde. Il lui raconta à Moïse le lendemain, lui raconta tout ce qui s'était passé dans les pins chuchotants, tout ce que les esprits avaient dit, tout sur le choix, la porte et les 3 jours qu'ils avaient avant que la violence n'arrive. Moïse avait écouté sans interrompre, son visage impassible, ses yeux fixés sur Peter avec une intensité presque inconfortable. Quand Peter eut fini, Moïse resta silencieux pendant un long moment. Si longtemps que Peter avait commencé à se demander s'il allait répondre du tout. Et puis Moïse avait posé la seule question qui comptait vraiment. Il avait demandé si Peter y croyait, s'il pensait vraiment que les esprits de ses parents lui avaient parlé, s'il était prêt à agir sur ce qu'il lui avait dit. Peter avait répondu honnêtement, avait dit qu'il ne savait pas s'il croyait aux fantômes, aux esprits ou aux portes surnaturelles. Mais il croyait en ce qu'il avait vécu. Il croyait que quelque chose de réel s'était passé dans cette clairière. Il croyait qu'on lui avait donné des informations sur lesquelles il devait agir, qu'il comprenne ou non comment il les avait reçues. Il a dit qu'il croyait que la violence arrivait, que Blackwood avait découvert leur réseau de résistance, qu'ils étaient tous en danger immédiat et qu'ils devaient se préparer à la possibilité que la fuite soit leur seule option. Et il a dit que si le sifflet appelait dans 3 jours, s'il soufflait de lui-même comme les esprits l'avaient prédit, alors il allait rassembler tous ceux qui voulaient partir et les conduire à la clairière. Il allait faire confiance à l'ouverture de la porte. Il allait tout parier sur une